Bonsoir à tous. Je pensais qu'on allait être que 4 ou 5. Impressionnant quand même. Comment me présenter pour vous dire, je suis maître de conférence en neurophysiologie dans un laboratoire CNRS. On n'entend pas. Alors, il n'y a pas de son, je pense. Parlez plus avec le vent. Parlez plus avec le vent. Bon, je vais parler un petit peu plus fort, ça mettra un petit peu plus de dynamisme. Donc, comme je disais, comment me présenter? C'est toujours pas facile, mais je suis maître de conférence en neurophysiologie, je travaille dans un laboratoire CNRS, et je dirige une équipe centrée sur les mécanismes présents dans le cerveau responsables du déclenchement et du maintien du sommeil. Alors, je ne vais pas vous parler de sommeil ce soir, bien que je pourrais vous en parler des heures, mais ça risque de vous endormir un peu. Mais je voulais vous partager avec vous un petit peu ce qui se passe un petit peu dans notre cerveau et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte crânienne. Parce que finalement, en fait, dans mon cursus, dans mon évolution, si j'ai fait des neurosciences, c'est parce que j'ai toujours été passionné par le développement personnel, par toutes les méthodes alternatives, en particulier tout ce qui est hypnose. Savoir ce qui se passait quand on arrivait à modifier ses états de conscience et qu'on pouvait agir sur son corps. Et donc, j'ai baigné là-dedans pendant très longtemps et je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe entre nos deux oreilles pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et voilà, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais de la recherche dans ce domaine-là, des niveaux pointus. Et maintenant, j'arrive à un stade où j'ai envie de développer un peu des recherches dans ce sens-là et aller d'un petit peu plus loin. Alors je me suis formé évidemment, puisque en tant que scientifique, j'ai besoin d'expérimenter. Et je me suis formé donc à la PNL, à l'hypnose, pour essayer de comprendre un petit peu mieux de l'extérieur, de l'intérieur, et essayer maintenant de corréler ça à comment est-ce qu'on peut expliquer ces fonctionnements-là avec les connaissances que l'on a actuellement sur le cerveau. Alors j'aimerais faire un petit voyage avec vous ce soir, et puis essayer de comprendre ensemble, partager un petit peu la passion que j'ai des neurosciences. Alors j'imagine qu'il y a un auditoire large, je ne sais pas, il y a des thérapeutes, des scientifiques, des médecins, donc je vais essayer d'être le plus large possible, essayer de ne pas trop vous harceler d'informations. Alors j'aimerais tout d'abord commencer par une histoire, comme on peut souvent faire dans les présentations. Une histoire qui m'a toujours passionné, c'est une histoire qui a été publiée, donc très sérieuse, qui avait été publiée dans les années 80 dans un journal de neurosciences américaine, qui est l'histoire d'une jeune femme philippine de 28 ans qui était atteinte d'une maladie assez grave dans certains cas, qui s'appelle le lupus érythémateux disséminé. Nom un peu compliqué. Mais c'est une maladie qui va toucher beaucoup d'organes, c'est une maladie auto-immune, où le système immunitaire s'emballe un peu et va aller se diriger sur certains organes, les articulations, le rein, les poumons. On les reconnaît parce qu'il y a des plaques en fait, sur le visage. Et donc c'est relativement très invalidant comme pathologie. Et le médecin qui la suivait, effectivement, la traitait pour ça. Les traitements, c'est essentiellement des corticoïdes, des immunodépresseurs. Et donc qui fonctionne, ça marche, ça diminue un petit peu les réactions, mais les effets secondaires sont assez importants et l'évolution de la maladie peut être assez importante et assez flagrante, ça peut se faire par poussée aussi. Donc c'est un peu problématique pour cette jeune femme. Et cette jeune femme, 28 ans, l'autre de ses 28 ans, refusa d'accepter cette maladie. Elle refusa de suivre ce traitement, mais elle refusa d'admettre cette fatalité qu'elle allait devoir prendre ses médicaments toute sa vie. Alors, de par ses croyances, de par sa culture, elle décida de retourner dans son village natal, aux Philippines, influencée un petit peu par sa famille aussi, pour aller se ressourcer et aller, sous les conseils également de tous ses proches, d'aller consulter ce fameux sorcier du village. Ce fameux sorcier qui était, pour le village, doté de pouvoirs importants et qui était capable de guérir de nombreuses maladies. Alors elle alla voir ce sorcier, et ce sorcier la consulte, le sculpte un petit peu, discute un petit peu avec elle,
Et ce sorcier lui dit, mais voilà, j'ai tout compris. En fait, vous êtes victime d'un mauvais sort jeté par votre ancien petit ami. Et le traitement, c'est un exorcisme. Alors, la jeune Philippine de 28 ans, de par ses croyances, elle accepte ce traitement-là et elle se fait exorciser. Et fait étonnant, c'est qu'elle retourne aux États-Unis, donc elle était aux États-Unis, elle retourne aux États-Unis voir son médecin 2 semaines plus tard. Elle refait, vous me voyez venir, elle revient voir son médecin qui lui fait un traitement, un check-up et une disparition totale de tous les signes de ce lupus érythémateux. Effet encore plus surprenant, donc il n'y a plus d'effets secondaires en plus des traitements parce qu'elle avait arrêté le traitement, pas d'effets secondaires de l'arrêt du traitement des immunodépresseurs et des corticoïdes, alors qu'on sait que c'est quand même un fait important. Effet encore plus surprenant, c'est 2 ans plus tard, elle donne naissance à un bébé dans des conditions totalement tout à fait formidables, alors qu'on sait que la grossesse va augmenter et va aggraver la maladie du lupus érythémateux. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Eh bien c'est parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé finalement. On peut se poser cette question. Pourquoi ? Comment ? Quelle était la raison finalement ? Comment expliquer cette guérison ? Alors certains vont penser que c'est dû au pouvoir surnaturel du sorcier, qui a des pouvoirs qui va lui permettre justement d'agir sur son système immunitaire, d'enlever cette maladie, puisqu'elle a vraiment été victime d'un mauvais sort. Peut-être une intervention divine, de par les croyances, de par diverses interventions, ou le pouvoir du cerveau de cette jeune femme qui, de manière inconsciente, a mis en place des mécanismes qui a fait réverser complètement cette pathologie et cette maladie. Alors, comment répondre à cette question ? C'est pas évident. C'est pas évident et ça a fasciné de nombreuses personnes depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle, certains vont appeler dans notre civilisation occidentale l'effet placebo. Vous avez tous entendu parler de ça. Mais qu'est-ce que l'effet placebo ? C'est quelque chose qui est encore un mystère. Il y a des études qui se font, je vais en parler un petit peu, mais c'est quelque chose qui existe réellement. Quand je vous dévoile un petit peu, je vous donne ces différentes possibilités. C'est vrai qu'on voit tous les jours, moi, de par mon histoire, j'ai rencontré des guérisseurs, j'ai rencontré certaines personnes très croyantes, des personnes qui vont à Lourdes et qui sont soudainement guéries d'une pathologie très lourde et qui sont persuadées, et peut-être que c'est vrai, d'une intervention divine. La seule chose, c'est que moi, aujourd'hui, ce soir, en tant que scientifique, j'aimerais simplement mettre quelques frontières ou quelques bémols à ces croyances, qui peuvent être très efficaces, et faire attention à ce que l'on entend tous les jours, dans les médias aussi, dans certains journaux, ou chez certaines personnes, et faire attention aux fausses corrélations. On en a tous les jours. Par exemple, je peux vous dire qu'il y a des études, plus ou moins manifestes, qui montrent très clairement qu'il existe une corrélation entre la consommation de viande rouge et la durée de vie moyenne dans plus de 200 pays du monde. Conclusion, mangez de la viande rouge, puisque vous allez augmenter votre espérance de vie. On pourrait voir ça dans les journaux, on pourrait voir de nouvelles modes arriver, et voilà, de créer un aspect commercial sur la consommation de viande rouge, alors que si on va réfléchir un petit peu plus loin, on sait que les personnes qui vont consommer de la viande rouge, c'est des personnes qui ont de l'argent, qui sont dans des pays occidentalisés, dans ces pays-là où les traitements médicaux sont les plus performants et que donc, par conséquent, l'espérance de vie va augmenter. Une autre corrélation qui peut exister, c'est que on sait tous que les grands pieds, avoir des grands pieds, sont le signe de force et renforcent la confiance en soi, ce qui est nécessaire à la réussite scolaire. Et c'est des personnes qui ont montré ça sérieusement, puisqu'ils ont corrélé en fait la pointure des élèves d'une école primaire avec le nombre de fautes qu'ils pouvaient faire dans une dictée. Et ils se sont aperçus que plus les personnes avaient des grands pieds, et bien moins il y avait de fautes d'orthographe. Du coup, c'était un message que les grands pieds étaient importants pour les compétences scolaires. Or, tout simplement, vous me voyez venir, effectivement, ils avaient pris des élèves du CP au CM2. Effectivement, les personnes qui sont en CM2 ont des plus grands pieds que ceux qui sont en CP, et donc
effectivement, font un peu moins de fautes d'orthographe. Donc ça, c'est bon, ça fait rire un petit peu, mais c'est des choses, si l'on prend à des échelles beaucoup plus importantes, sur des connaissances que l'on n'a pas, et on ne connaît rien, en fait, sur beaucoup de choses, et bien on peut faire des conclusions, des corrélations entre certaines choses et faire des conclusions hâtives. C'est ce qu'on voit dans les médias, hein, c'est ce qu'on voit... Moi, je me souviens, j'avais fait dans les années 2000, publié un article où on avait identifié dans l'équipe les neurones qui étaient responsables du déclenchement du sommeil. Quand on avait identifié l'échelle cellulaire, ces neurones-là. Et du coup, dans les médias, on voyait, ça y est, on va guérir l'insomnie, on a enfin découvert le remède pour cibler les neurones et donc guérir l'insomnie. On n'en était pas là. On avait du mal, moi j'avais du mal à répondre à ce genre de questions-là. Or, les médias vont toujours faire plus que ce qui est des conclusions plus hâtives, plus vendeuses, et ça c'est aussi utilisé d'un point de vue commercial. Alors, la corrélation, c'est pas parce qu'il y a une corrélation que c'est une causalité. Et ça c'est vraiment important à prendre en compte, et voir toutes les variables, tous les paramètres qui sont susceptibles d'influencer un phénomène. Et c'est là que la science va rentrer en jeu et va essayer de structurer un petit peu. Parfois, les scientifiques se trompent aussi, hein. C'est pas parce qu'on est scientifique qu'on ne fait pas des erreurs aussi et qu'on ne fait pas de fausses corrélations. Mais c'est important d'avoir cette philosophie-là et d'avoir un petit peu cette inquiétude-là sur les résultats, sur l'interprétation qu'on a. Et c'est pour ça que dans les études scientifiques, pour ceux qui connaissent un petit peu ce domaine-là, très souvent, d'un point de vue de la conjugaison, le temps que l'on utilise, c'est le conditionnel. C'est tout le temps le conditionnel, puisqu'une hypothèse est vraie tant qu'on n'a pas démontré qu'elle était fausse. Et il faut toujours remettre à l'ordre du jour nos résultats, même pour un scientifique, de pouvoir remettre en cause ses propres résultats, parce que d'autres variables apparaissent, d'autres connaissances apparaissent, et donc il faut remettre à jour ce que l'on a découvert. Alors, c'est justement sur ces questions-là qui m'ont fasciné en fait depuis toujours, de savoir comment est-ce que le cerveau est capable d'agir sur le corps. Au moins de se poser cette question-là. C'est la question que moi, en tant que scientifique, en tant qu'homme, je me suis posée. J'aurais pu me diriger dans les autres, hein, mais je me suis posé cette question, est-ce que finalement le cerveau ne serait pas capable d'agir sur notre corps et de pouvoir influencer la physiologie? Alors aujourd'hui, ce soir, je vous ai fait un petit plan, c'est un peu scolaire, mais au moins on va savoir un petit peu où on en est et où on va. J'aimerais ce soir, en fait, partager avec vous, parler un petit peu de cet effet placebo et de décrire un petit peu des études princeps qui avaient été faites, qui ont été faites en neurosciences, qui illustrent clairement cet effet placebo. Voir un petit peu les notions de base sur le cerveau, peut-être que ça sera des choses que vous connaissez déjà. Vous introduire également que le cerveau est quelque chose de complètement plastique et qu'il peut évoluer tout au long de la vie. Et ça, c'est un mécanisme qui est relativement... C'est fascinant puisque on n'est pas le même aujourd'hui, on ne sera pas le même demain. Notre cerveau est continuellement en train de produire des connexions, de se transformer en fonction de notre apprentissage. Et donc, le cerveau est capable d'évoluer. Le cerveau n'est pas quelque chose de figé. J'aimerais voir avec vous parler un peu de conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Alors là, si les scientifiques me voient, peuvent hurler. Puisque c'est un sujet de débat. Qu'est-ce que la conscience? Comment expliquer quelque chose de totalement subjectif? Et il y a une vingtaine d'années, un scientifique qui voulait travailler sur la conscience se serait fait, mais aurait ruiné sa carrière complètement. Alors que maintenant, il y a des approches, des très grands scientifiques qui utilisent, enfin qui ont comme thématique de recherche l'idée de comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on est en prise de conscience de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on est conscient, lorsqu'on est inconscient? Et maintenant, des paradigmes expérimentaux permettent vraiment d'essayer de comprendre et de détecter les signatures cérébrales de la conscience. Encore une fois, on ne va pas expliquer, on n'explique pas encore la conscience, mais on aborde, on touche du doigt cette conscience. Vous parlez un petit peu, je ne peux pas venir à l'Arche sans parler d'hypnose, et donc vous partagez avec vous qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on est en état transhypnotique,
Est-ce que c'est un mécanisme différent de l'éveil? Est-ce que c'est du sommeil? Puisque l'hypnose, ça vient on a tout de suite la notion de sommeil. Est-ce que c'est réellement un état de conscience modifié, l'hypnose? Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Et j'aimerais également partager avec vous des choses aussi qui m'ont toujours fasciné. C'est comment est-ce que les neurosciences perçoivent les expériences surnaturelles. On peut parler par exemple des sorties du corps, parler de présence d'esprit qu'on peut ressentir par moment. Et donc certains scientifiques se sont attachés à essayer de comprendre, dirigés dans ces champs-là pour essayer de comprendre ce qui se passait. Est-ce que le cerveau ne serait pas en partie impliqué dans ces phénomènes-là? Et donc je vais vous illustrer quelques études qui sont assez fascinantes. Et enfin, j'aimerais terminer sur l'avenir et sur ce que la société va, dans laquelle on se développe, et le développement de manière très exponentielle de la technologie par les interfaces cerveau-machine. On a entendu parler, c'est des choses qui peuvent être utilisées en thérapie, mais également dans le corps médical, et qui est ouvert maintenant à tout public, puisqu'on peut acheter sur Internet, dans le commerce, des systèmes qui permettent de faire des interfaces cerveau-machine, même si finalement c'est plutôt encore du gadget qu'autre chose. Mais commercialement, ça marche bien, mais c'est quelque chose qui est en avenir. Donc pour commencer, l'effet placebo, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'effet placebo? C'est quelque chose qui est apparu, si je décris par exemple une étude Princeps, qui a été une observation, une des premières observations qui avait été faite par un docteur pendant la Seconde Guerre mondiale, le docteur Fischer, qui en fait sur le champ de bataille devait, évidemment c'était un carnage, et il était obligé de faire des opérations sur le camp, et un jour il est tombé en panne de morphine, il n'y avait plus assez de morphine. Les douleurs post-opératoires, surtout à cette époque-là, étaient relativement importantes. Alors il a eu l'idée, il s'est dit, voilà, je vais faire croire à mes patients qu'à la place de leur injecter de la morphine, qui est souvent utilisée, je vais leur injecter du liquide physiologique, du chlorure de sodium, en leur faisant croire que c'était de la morphine, un antidouleur. Et il fut surpris, finalement, il a fait ça de manière assez rigoureuse, puisque il avait 1082 patients, c'est quelque chose qui a été publié en 1955, et sur une quinzaine d'essais, il a pu montrer qu'il y avait à peu près un effet, il a pu l'extrapoler à 35% d'effet placebo sur les douleurs post-opératoires. Et c'est pour ça que c'est sur cette base-là qu'en fait on a souvent ce chiffre de l'effet à 30% du placebo. Alors il peut varier, il y a certaines études qui vont même jusqu'à 80% sur certaines pathologies, d'autres à 10%. Voilà, c'est quelque chose qui varie en fonction des pathologies, qui varie en fonction du traitement, et voire même c'est plus compliqué, c'est-à-dire que ça fait intervenir également le thérapeute, j'en parlerai un petit peu aussi. Ça va toujours, hein, je ne vous ai pas perdu. Ouais. Alors oui, aussi pour illustrer des études Princeps qui avaient été faites aux États-Unis, je ne me souviens plus en quelle année, où c'était un médecin qui avait sélectionné des étudiants, une cinquantaine d'étudiants, et qui leur avait donné le choix, ou imposé, je ne me souviens plus, deux types de pilules. Une pilule, on n'est pas dans Matrix, mais c'est presque ça, une pilule rouge et une pilule bleue, en leur faisant croire qu'évidemment la pilule rouge était stimulante, était quelque chose de très dynamisant. Quand ils allaient la prendre, ils allaient complètement devenir invulnérables et ressentir l'énergie en eux, c'était quelque chose de fabuleux. Alors que la pilule bleue était plutôt sédative et qu'ils allaient pouvoir s'endormir, être relâchés complètement et détendus. Fait surprenant, les 2/3 des étudiants ont ressenti exactement les mêmes effets, alors qu'évidemment il n'y avait que de la farine à l'intérieur de ces deux pilules. Ils ont ressenti ces effets soit stimulants, soit sédatifs. Et le pire, en fait, le pire ou le plus, moi ce que je trouve le plus fascinant, c'est que 80% des patients, des étudiants qui avaient ressenti ces effets-là, ont même ressenti les effets secondaires de ces substances-là, qui étaient censées être très efficaces. Donc pour vous dire jusqu'où le cerveau peut aller pour nous faire croire
que ce que l'on prend est quelque chose d'actif. Alors une dernière étude aussi qui est vraiment une des pionnières dans vraiment la lignée de toutes les études qui ont enchaîné par la suite, c'est John Levin, en fait, dans les années 70, qui a essayé de tester la douleur sur des extractions de Goller, je crois. Et donc il a traité un groupe de patients avec de la morphine et un autre groupe avec de la solution saline, comme au départ. Et ce qu'il a trouvé fascinant, ce qui était vraiment fascinant, c'est que dans les deux cas, il y a eu une réversion de la douleur, des effets antidouleurs, par un bloqueur de la morphine. C'est-à-dire qu'en pharmacologie, en fait, on peut vous injecter de la morphine va se fixer sur des récepteurs dans notre cerveau et va permettre d'atténuer, de diminuer cette sensation de douleur de manière très spécifique. Et il existe des substances qui sont capables de contrer cette molécule-là, les antagonistes de certains récepteurs, comme le naloxone, et qui empêchent la morphine de se fixer sur ce récepteur-là, et donc on n'a plus ces effets antidouleurs. Et là, de se rendre compte que finalement, en injectant de la solution saline, eh bien, on a un effet antidouleur, mais que lorsque l'on injecte la solution qui est censée contrer la morphine, eh bien, il y a un effet également. Ça veut dire, et là, c'est peut-être une conclusion, je fais attention aussi à ce que je dis, mais c'était une des premières idées que finalement, en injectant de la solution saline, on a été capable de libérer de la morphine endogène, qui s'appelle l'endorphine, parce que ceux qui courent, on a cette sécrétion d'endorphine à un certain moment, ou quand on se blesse, etc. Et donc le corps serait capable de libérer cette endorphine, et c'est pour ça que lorsque l'on applique du naloxone, on bloque ces effets. Donc jusqu'où va ce cerveau? C'est-à-dire que non seulement il peut nous faire croire, donc ce n'est pas qu'une illusion finalement, c'est pas simplement un masquage de la douleur, c'est que là on met en évidence des effets physiologiques, des effets purement pharmacologiques, où le cerveau serait capable de sécréter des substances. Un autre cas qui est encore plus fascinant, c'est sur la maladie de Parkinson. C'est une étude qui a été faite en 2001, qui est vraiment très célèbre dans ceux qui travaillent sur les effets placebo. C'est sur la maladie de Parkinson. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu cette maladie-là. C'est simplement simplement compliqué, mais une structure dans le cerveau qui s'appelle la substance noire et qui contient des neurones qui s'appellent les neurones dopaminergiques. Ces neurones, ils sécrètent de la dopamine. Et lorsque ces personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, il y a une dégénérescence de ces neurones-là, ce qui fait qu'il y a une diminution de la sécrétion de dopamine. Et donc c'est là que se déclenche la pathologie, et on a la maladie de Parkinson avec tous les effets que vous connaissez certainement tous, tremblements, etc. Et la personne a justement, les recherches là-dessus ont essayé d'injecter soit une substance, généralement, pour traiter ces personnes-là, on donne un médicament qui est un précurseur de la dopamine. Pour essayer, comme il n'y en a plus dans le cerveau, on va en apporter de manière exogène. Donc ça permet un petit peu de contrebalancer le déficit. Et puis dans cette étude-là, à la place de donner justement ces précurseurs de la dopamine, qui peut être dopa, on lui injecte un placebo, de la solution saline. Et puis en imagerie cérébrale, on va regarder ce qui se passe dans le cerveau. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que l'on voit sur ce cerveau-là, lorsqu'on est dans un état de base, on voit ici la fixation en fait, de la substance radioactive dans cette partie du cerveau. Et lorsque l'on met l'effet placebo, lorsqu'on injecte le placebo, on voit c'est une diminution de cette substance. Cette diminution, en fait, illustre le fait que de la dopamine a été libérée. Ça veut dire qu'elle va contrebalancer l'injection du traceur, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cette diminution du marquage ici illustre complètement une libération endogène de la dopamine. Alors ça ne veut pas dire, attention, je n'ai pas dit que le placebo, que quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, il suffit de se faire traiter en hypnose pour de se faire sécréter ou de s'injecter de la solution saline
pour faire sécréter de la dopamine qui manque, et le problème est résolu. Évidemment, ces effets sont complètement temporaires. Mais ça illustre, encore une fois, que même pour des pathologies assez graves, le cerveau est capable de contrebalancer en partie les déficits qui existent induits par la pathologie. Alors, il y a pour terminer en fait avec l'effet placebo, j'aimerais mettre en avant, déjà d'écrire ce livre en fait, de Patrick Lemoine, que je vous invite tous à lire. Je n'ai pas de royalties dessus, bien sûr. Même si je le connais, mais c'est un très beau livre, puisque c'est un médecin, psychiatre, un médecin psychiatre qui, depuis ces dernières années, s'est vraiment concentré sur cet effet placebo et a écrit ce magnifique livre qui illustre de manière assez rigoureuse et de manière assez fascinante tous les effets sur ce mécanisme-là qui est encore très mal connu. Et en particulier, il décrit l'expérience du docteur Wolff. Et ce docteur Wolff, je crois que c'est dans les années 60, si je ne me trompe pas, il avait une patiente qui était asthmatique, un asthme chronique vraiment très, très invalidant, très difficile à vivre. Et c'est un médecin très, très rigoureux, très, très puriste. Et il avait connaissance avec une industrie pharmaceutique et il contacte cette industrie pharmaceutique, il savait que cette industrie était en train de développer un médicament contre l'asthme. Et donc il les contacte, il dit, écoutez, vous ne pouvez pas me donner, là, même si c'est une substance pilote, molécule pilote, donnez-moi cette substance et que je la teste parce que ma patiente est vraiment dans un sale état, il faut absolument, c'est mon devoir, mais donc l'industrie pharmaceutique lui envoie ces médicaments, et donc il traite la patiente avec le médicament, et de manière assez rapide, les symptômes de l'asthme disparaissent complètement. Donc là, sur ces faits-là, il se dit, c'est incroyable, c'est vraiment, la molécule est vraiment efficace. Et comme c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui justement ne faisait pas de conclusion hâtive, il s'est dit, bon, ok, il y a peut-être l'effet placebo, maintenant on sait que ça existe. Donc il recontacte l'industrie pharmaceutique, et l'industrie pharmaceutique lui dit, il demande à l'industrie pharmaceutique, est-ce que vous ne pouvez pas me faire la même chose, mais vous m'envoyez un placebo pour que je puisse tester l'effet et comparer avec la molécule. Donc l'industrie pharmaceutique lui donne le placebo, il traite la patiente, et là la patiente rechute complètement. Elle induit son asthme, etc., et elle rechute. Alors là il dit, ouais, bon, c'est incroyable, quand je mets le placebo, ça ne marche pas. Il retente plusieurs fois, etc. Et puis à un moment donné, à chaque fois qu'il donnait la première molécule, ça marchait, la deuxième molécule, le placebo, ça ne marchait pas. Donc il recontacte l'industrie pharmaceutique, il dit, mais attendez, là vous avez une molécule miracle, vous avez découvert le médicament contre l'asthme, et pourtant c'était vraiment une patiente qui avait un asthme chronique vraiment très difficile à traiter, donc c'est vraiment merveilleux. Et l'industrie pharmaceutique lui répond, dans les deux cas, on vous a donné un placebo. Donc ça c'est fascinant, et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans l'effet placebo, il y a effectivement le placebo lui-même, mais il y a également l'intervention du thérapeute. Et ça, le thérapeute était tellement persuadé, avait cette intime conviction qu'il allait traiter cette patiente avec ce médicament-là. Il savait que c'était un placebo également qu'il donnait, donc il n'avait peut-être pas les mêmes croyances, il n'envoyait pas les mêmes signaux. Et c'est une des premières études qui montre clairement que, de manière assez rigoureuse, que l'intervention thérapeutique également est importante, du thérapeute, et peut-être le cérémonial qu'il y a autour est importante. Et on voit dans certaines, pour ceux qui font qui sont thérapeutes dans la salle, si vous ne croyez pas à ce que vous faites, ça ne marche pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne dis pas que vous faites que du placebo, mais finalement, quand on fait de l'hypnose, de la PNL ou d'autres thérapeutiques comme ça, des thérapies brèves, on joue sur cet effet placebo. On joue sur les pouvoirs que le cerveau a de se réorganiser et d'agir sur sa physiologie. Dans une certaine mesure, évidemment, en fonction de ce qui est possible de faire. On ne peut pas tout faire avec le placebo. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Mais l'effet placebo peut être un complément très intéressant dans des traitements lourds, pour aider justement et augmenter de ces 10, 20, 30, 40% l'efficacité d'un traitement médical qui sera indispensable.
Ça va toujours? Alors, d'où ça vient cet effet placebo? On a des recherches dessus, mais on voit bien que le cerveau est impacté. Et comprendre comment fonctionne ce cerveau, c'est un défi, maintenant du XXIe siècle, c'est un défi des neurosciences pour essayer de mieux maîtriser comment manipuler et comment moduler et maîtriser surtout cet effet placebo. Et c'est des choses qui ont été vraiment prises en compte dans plusieurs pays, en particulier aux États-Unis, mais pas que, où justement Barack Obama avait lancé en 2013 un gros projet, et il avait levé des fonds de manière très importante sur un programme Brain qu'il avait mis en place pour faire des levées de fonds. Et une de ces citations, c'est que l'humanité est parvenue à identifier des galaxies situées à des années-lumière d'ici, à étudier des particules plus petites qu'un atome, mais nous n'avons toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Et en fait, on se rend compte que finalement, le cerveau, c'est encore plus complexe que l'univers, à l'échelle de l'infiniment petit. Alors, justement, de pouvoir faire des levées de fonds, de pouvoir favoriser et aider les recherches sur les neurosciences, pas que les neurosciences, hein, les sciences en général, mais en tout cas dans la compréhension de ce cerveau, c'est que ça permet aussi de lever certaines croyances aussi, et de remettre à l'ordre du jour certaines observations, certaines conclusions qu'on aurait pu faire. C'est ça aussi qui est fascinant en sciences, c'est que des choses qui sont vraies à un moment donné, alors on va critiquer, on va dire oui, mais les chercheurs disent n'importe quoi, parce qu'un jour ils disent ça, un jour ils disent ça, en fait eux aussi ils se trompent. Mais ça, c'est ça la science. C'est que, comme je vous ai dit, une hypothèse est vraie tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle était fausse. Et justement, la technologie, les connaissances vont nous permettre d'aller plus loin et d'aller plus en avant dans ces connaissances-là. Et par exemple, juste pour vous illustrer, en fait, trois grands mythes que les neurosciences ont, de par l'acharnement des neurosciences et les études qui ont pu être faites, c'est par exemple ce grand mythe que le cerveau des hommes et des femmes est différent. Il y en a encore, moi j'ai même appris ça à l'école, hein, enfin à l'école, au début à l'université, où on mettait on savait qu'on pensait que les femmes n'avaient pas le sens de l'orientation. Ça m'a toujours perturbé parce que moi j'ai pas le sens de l'orientation, du coup j'ai eu un doute. J'ai demandé à ma mère, j'étais sûr. Et en fait, non, donc il y a ça, il y a le fait que les hommes vont plus raisonner, sont plus performants dans le calcul mental, etc., et que les femmes sont multitâches, alors que les hommes sont monotâches. C'est peut-être vrai, mais et ça, c'est des choses qui ont vraiment été actées en psychologie ou en psychologie cognitive au début, et finalement, toutes les études montrent que c'est pas tout à fait vrai. Et que d'un point de vue cognitif, le cerveau des femmes et des hommes fonctionne de la même manière. Alors effectivement, il y a des différences sur le système hormonal, etc. Mais ça, c'est physiologique, c'est au niveau de la physiologie. Mais au niveau cognitif, on fonctionne de la même manière. Et après, il faut faire la différence. Encore une fois, je parlais de corrélation. Hein. Encore une fois, là, il faut mettre en avant une autre variable. C'est ce qu'on appelle la société et tout ce qui va avec, et toute la sphère de l'éducation. D'accord ? Il y a des études qui montraient que quand vous avez un petit enfant, un petit garçon, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui achetez des camions, des soldats, vous lui achetez des pistolets. Donc il va grandir avec sa petite fille, vous n'allez pas lui acheter un camion, vous allez acheter une poupée, etc. Vous l'habillez en robe, etc. Et il y avait des études qui avaient été faites pour inverser. Et un petit garçon lui donnait des poupées, etc. Et ben, c'était pas du tout. On faisait la différence entre l'aspect éducation et l'aspect inné, l'aspect du fonctionnement du cerveau. Donc effectivement, on peut avoir des développements différents de par notre éducation. Mais comme un homme A et un homme B vont avoir des fonctionnements différents. La seule chose que l'on peut garder en tête, c'est que les connexions, par exemple, des études assez sérieuses qui montrent que les connexions interhémisphériques chez la femme sont plus importantes que chez l'homme. Et l'homme va avoir des connexions plus au niveau du lobe frontal. Et de là, en tirer des conclusions sur le fonctionnement qui est différent, ça c'est autre chose. Un deuxième mythe, c'est qu'il existe un cerveau droit et un cerveau gauche. Alors ça me fait encore hurler, puisque c'est même encore enseigné dans certaines facultés. J'entends des psychologues qui parlent encore de cerveau gauche et de cerveau droit.
Et donc ça, c'est quelque chose qui, de par les nouvelles études qui ont été faites, c'est quelque chose qui est pas tout à fait vrai. C'est des études qui avaient été faites au départ, qui étaient sérieuses, encore une fois, c'était pas lancé comme ça au hasard, de par des études de cerveau en post-mortem sur des lésions. On sait que par exemple, vous savez, le cerveau gauche, celui qui serait censé être plus dans le raisonnement, le cerveau droit qui serait plus dans la création. Ça a beaucoup été pensé comme ça, puisque l'aire du langage est plutôt à gauche. Donc effectivement, le langage, c'est plus quelque chose qui a à voir avec l'hémisphère gauche, etc. Or, c'est pas du tout ça, c'est que les deux hémisphères communiquent tout le temps entre eux. Et quand on fait une tâche créative à un individu et qu'on le met sous un IRM, eh ben, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche s'allument et s'activent. Pareil, quand on demande à faire un raisonnement, on a exactement la même chose, le cerveau droit et le cerveau gauche. L'hémisphère droit et gauche s'activent également. Une expérience très, très simple, hein, si on sait que, par exemple, on dit que le langage, c'est l'hémisphère gauche. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que, c'était une lésion, je crois que ça n'a pas été fait exprès, hein, une lésion où on a coupé le corps calleux. Pour ceux qui ne connaissent pas le corps calleux, c'est un faisceau de fibres, une grosse autoroute, qui permet de connecter les deux hémisphères. Alors, si on suit la théorie que l'hémisphère gauche, c'est pour le langage, si on coupe l'autoroute, on peut toujours parler, puisque c'est que à gauche. La personne avait le déficit. Ce qui prouve bien qu'on a besoin des deux hémisphères. En tout cas, ce qui prouve que l'hémisphère gauche n'est pas suffisant. Toute la nuance. Un troisième mythe, c'est qu'on a entendu parler, nous n'utilisons que 10% de capacité du cerveau. Alors ça, j'ai vu, c'est le truc marketing super dans certaines formations un petit peu olé que j'ai pu voir sur Internet. Et, voilà, vous utilisez que 10%, et si vous achetez nos formations chez nous, vous allez augmenter de 40% vos capacités cérébrales. Donc les gens croient, hein, ça marche bien. Il y a même un film qui est sorti, moi je me souviens plus de Luc Besson, voilà, Lucie. Et ça m'a fait. Bon, moi j'ai bien aimé le film, hein, mais ça m'a quand même fait hurler, c'est qu'en 2015, 2014, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, on met encore en avant le fait que cette femme-là, que l'être humain moyen n'utilise que 10% de son cerveau. Et que quand on utilise 100%, on explose. C'est quelque chose où on devient une sublimation et on atteint enfin le nirvana. Non, on utilise 100% de notre cerveau. Pas en même temps, mais on utilise toutes les structures de notre cerveau. Il faut savoir qu'un truc important, c'est que le cerveau dépense une énergie considérable. Dans un morceau de sucre, prenez un morceau de sucre, 20% de ce morceau de sucre va directement au cerveau. Il consomme énormément d'énergie. Et dans la physiologie, dans le cerveau, mais dans tous les organes, l'économie d'énergie est quelque chose d'important. Donc on va essayer d'économiser le plus possible d'énergie, et donc on ne va pas faire quelque chose qui n'est pas utile. Donc si on dit que voilà, on a une structure du cerveau, bon, on la laisse comme ça, en dormance, comme ça. Donc elle ne fonctionne pas. Donc les neurones, ils dorment, comme ça, ils ne fonctionnent pas. Ces neurones, ils meurent, tout simplement. Puisqu'ils ne sont pas utilisés, ils vont mourir. Et c'est ce qui se passe quand on a des AVC, hein, un neurone qui ne fonctionne pas, on a des lésions cérébrales. Donc on utilise 10%, on utilise 100% de notre cerveau, mais de manière magique en fait, puisqu'on va l'utiliser de manière coordonnée, et c'est tout ça qui fait qu'on va développer toutes ces capacités cognitives. Alors pour introduire un petit peu encore ce cerveau, on va aller un petit peu plus loin, je dis qu'on va essayer de faire un petit voyage là-dedans, c'est pour voir un petit peu les muscles. J'espère que en fait je m'emporte un peu, mais ça va? Oui, il est parfaitement centré. Les notions de base sur le cerveau, c'est déjà, c'est un organe qui fait à peu près 1,5 kg, 3 milliards d'années d'évolution, 100 milliards de cellules nerveuses, 1 million de milliards de connexions. Une cellule nerveuse peut connecter jusqu'à 100 000 contacts, donc c'est quelque chose qui est quand même considérable, aucun ordinateur n'est capable de faire ça. 10 000 contacts, pardon. Le nombre de combinaisons d'activité cérébrale excède le nombre de particules élémentaires de l'univers. Tout ça pour vous dire que c'est effectivement quelque chose qui est encore plus complexe que l'univers, puisque les capacités
sont quelque chose qui est difficilement mesurable, ou en tout cas quantifiable. Alors comment s'est apparu le cerveau? On sait tous que si vous voyez ici du poisson jusqu'à l'homme, en passant par l'amphibien, le reptile et le mammifère, on voit que la forme du cerveau a complètement évolué. Au départ, on avait cette partie très développée dans le tronc cérébral qui se développe, et puis au fur et à mesure que l'on évolue avec les mammifères, on va avoir un développement plus du centre et puis de ce qu'on va appeler le cortex cérébral en jaune, et puis qui est très développé chez l'homme. Et ce qui a mis en avant justement ce qu'on appelle les trois cerveaux. C'est un peu caricatural parce que c'est un petit peu simplifié. Et on a ce cerveau reptilien qui va être pour les besoins, les besoins élémentaires, manger, la reproduction, etc. La fuite aussi, l'attaque, tout ce qui est instinctif. Ensuite, le système limbique qui apparaît et qui va entrer chez les mammifères comme tout ce qui est émotionnel. Donc là, un reptile, une fois qu'il assistait à une conférence il n'y a pas longtemps où j'ai trouvé que c'était l'illustration était très bien, c'est qu'un reptile il pond des œufs et une fois que le petit est sorti de l'œuf, le reptile il s'en fout un peu. Donc et après c'est la recherche de nourriture, alors que le mammifère va prendre soin de ses petits. Donc il y a un certain aspect social qui va se lier. Et puis enfin on a le cortex cérébral, le néocortex, qui lui va être dans la planification, qui va être impliqué dans tout ce qui va être projection, anticipation et raisonnement, qui est très développé. On voit ces circonvolutions là, qui apparaissent. On voit que par exemple chez les vertébrés, chez certains mammifères inférieurs comme la souris, on voit que ce cortex est relativement lisse, alors que chez l'homme, on a toutes ces circonvolutions-là. En fait, on a ces circonvolutions parce que le cortex est tellement grand, c'est tellement développé qu'il s'est replié pour faire plus de zones de création. On aura des têtes. C'est un peu difficile pour se déplacer. Aussi pour vous dire que ce qui est assez surprenant, c'est que pendant le développement embryonnaire, on revit en 9 mois ces 500 millions d'années d'évolution. Et ça, c'est quelque chose, quand vous voyez des films, ça m'a toujours fasciné, ça, où on voit justement, on passe du cerveau reptilien jusqu'à mammifère moyen, jusqu'à l'homme, et on voit cette reconstruction du néocortex qui apparaît. Alors le cortex cérébral, c'est important, il est divisé en plusieurs lobes. On a le lobe, le nerf visuel, en fait, le lobe occipital, qui va traiter toutes les informations visuelles. Alors, les yeux sont là, mais le traitement se fait derrière. On a le lobe temporal, qui va avoir toutes les aires auditives. Quand on entend des sons, c'est traité, c'est pris en conscience par nos aires auditives dans le cortex temporal. Les aires du langage, verniquées, ça permet d'avoir des sens des mots. Les personnes qui ont des lésions de ces aires-là vont pouvoir lire le mot, mais ne pas l'interpréter au niveau sémantique. Et puis certaines aires de la mémoire à court terme. On a le lobe frontal, qui lui va être très important, qui s'est développé, on voit la différence avec le primate, c'est que nous on a un cerveau frontal qui s'est développé encore plus que celui du primate, où on a justement le contrôle des aires motrices, qui est là, et le préfrontal, qui va élaborer les pensées, planifier les mouvements complexes, qui s'est développé et qui est important ici. Et enfin, on a le lobe pariétal, qui va contenir toute la somesthésie, c'est-à-dire coder tout ce qui est sensoriel. La douleur, la température, etc. Alors, juste pour vous illustrer, je ne sais pas si vous connaissez Phineas Gage, vous avez entendu parler de ça. C'est un ouvrier qui a été sur un champ de mine dans les années fin du 19e siècle et qui, dans les carrières de mine, il faisait des explosions, il mettait des bâtons de dynamite et puis il poussait avec des bâtons en fer, des barres de fer pour tasser en fait la dynamite avant de la faire exploser. Sauf que il avait fait ça, et sauf que manque de bol, il avait oublié de mettre du sable un petit peu avant de tasser. Donc il a tassé, avec la pierre, la barre de fer a fait une étincelle, ça a fait exploser la dynamite. Et ce qui s'est passé, c'est que ça lui a transpercé le cortex préfrontal. Il n'était pas si mal que ça, après. Il s'est relevé, tranquille, il a dit j'ai un peu mal à la tête. Et finalement, il est allé voir le médecin. Donc il était il marchait, il n'y avait pas de problème. Et
Et ce patient-là, en fait, avait le cortex préfrontal complètement détruit. Et c'est grâce à ce grand monsieur-là, finalement, des études avaient été faites, il y avait toutes les études de Damasio, des couples Damasio qui ont travaillé là-dessus, et ont pu montrer que la personnalité de ce Phineas Gage avait complètement changé. Avant, il était gentil, il était posé, calme, et depuis cette lésion-là, il était tout le temps hystérique, il était en colère, il n'arrivait pas à maîtriser ses émotions, etc. Et c'est depuis cette étude-là qu'on a découvert que le cortex préfrontal, qu'on pouvait penser comme étant quelque chose de purement analytique, faire du calcul mental, etc., et bien en fait c'était quelque chose qui était important dans la gestion des émotions. C'est lui qui gère nos émotions. C'est lui qui nous arrête quand... attention, ça c'est peut-être pas super si je m'emporte. Et c'est là que donc des personnes qui vont avoir un cortex préfrontal qui est moins contrôlant vont être plus dans l'instinct. Enfin, plus à l'écoute de leurs émotions. Alors, un autre point, c'est le pouvoir de l'évolution, le pouvoir le fait que le cerveau est capable d'évoluer sans cesse. Je dis quelque chose qui n'est pas figé du tout. Quelque chose qui peut vraiment bouger. Et pour illustrer ça, je vais vous parler de ce petit monsieur là. Vous l'avez déjà vu, c'est ce qu'on appelle un homonculus. Et finalement, c'est la manière dont nous ressent notre cerveau, dont le cerveau nous ressent. Pardon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le cortex somatosensoriel, on a une représentation de toutes les parties de notre corps et qui ont une densité, un espace qui va être corrélé à la sensibilité du membre. C'est pour ça qu'on a des mains qui sont très représentées dans notre cortex somatosensoriel, et puis voilà, le genou, le genou va l'être un petit peu moins, etc., etc. Ou aussi la lèvre, aussi, qui sont très représentées, le visage, etc. Donc c'est-à-dire qu'on est capable, si par exemple on met une électrode de stimulation dans le cerveau et que je stimule cette zone-là, ben vous allez sentir quelque chose sur les lèvres qui se passe. Expériences qui ont été faites. Et ce qui est, quand je vous parlais de l'évolution du cerveau, c'est que ce phénomène, il est illustré par les douleurs du membre fantôme. Vous savez, quand une personne, par exemple, si je reviens ici, a une main amputée. Elle a une main amputée, elle n'a plus la main. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas amputé la partie du cerveau qui codait la sensibilité de la main. Donc elle l'a toujours, cette zone-là. Elle ne sait plus trop quoi faire. Donc il y a une réorganisation qui se passe. Et parfois, il y a des zones adjacentes qui viennent, où les neurones qui sont dans cette zone-là, qui vont venir toucher les autres aires cérébrales, les autres structures codant pour d'autres parties du corps. Et c'est pour ça que certaines personnes qui ont des douleurs du membre fantôme, par exemple pour une amputation de la main, comme je reviens ici, vous voyez ici, quand on a amputé la main, juste à côté, il y a le visage. Et il y a ces personnes qui vont avoir des sensations où là je sens mon pouce. Ici, là, je sens absolument mon pouce, et ils ont vraiment la sensation de ressentir leur pouce à cet endroit-là, ou le cinquième doigt, ou l'index ici. Il y en a d'autres qui vont avoir la sensation d'avoir la main qui est sur la partie haute de leur main. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez handicapant, parce que ça fait très très mal. Et il y a toutes les études de Ramachandran, je vous invite à voir, qui sont très connues, et qui ont trouvé une astuce, c'est-à-dire de bluffer en fait le cerveau, en lui faisant croire qu'il a une main, réellement. Donc il prend un miroir, et il fait croire qu'il a une main gauche, alors qu'elle est amputée. Et du coup, le cerveau, il croit qu'il a une main gauche, donc il se réorganise petit à petit, et donc les neurones ne vont plus aller coloniser et aller exciter des structures adjacentes. Et donc ça, c'est des thérapies qui marchent vraiment très très bien, et je peux vous dire que les personnes qui ont subi, qui ont eu l'opportunité d'avoir ce traitement-là, leur vie a complètement changé. Faire pareil pour la jambe, etc. Alors que c'est simple, hein. Pareil, pour illustrer un peu cette évolution, c'est les groupes de Léon qui fait des études vraiment fascinantes, avaient demandé à des pianistes de faire des mouvements de doigts comme ça, pour faire bouger les 5 doigts sur un piano.
Et il avait, au fil des jours, ça pendant combien de temps, au fil des jours, il regardait un petit peu le grossissement du cortex moteur codant pour ses doigts. Et il voyait qu'au bout du 5e jour, il y avait une augmentation de l'air codant pour ses doigts, parce qu'il l'utilisait de manière importante. C'est assez connu, hein, pareil, les taxis londoniens, ils ont un cortex visuel beaucoup plus développé que le londonien moyen. Mais le fait encore plus surprenant, c'est que il y a des chercheurs qui ont vraiment un esprit relativement intuitif. Il s'est posé la question, il s'est dit, mais si je fais imaginer, je prends des personnes à côté, et je leur demande de regarder les autres en train de faire le mouvement et d'imaginer qu'ils le font eux-mêmes. Il a fait exactement la même chose. Et il a regardé la carte. Et les résultats sont assez fascinants puisqu'il y a également un développement du cortex moteur codant pour ses doigts. C'est-à-dire que le cerveau va être capable, simplement en imaginant, en s'associant à ça, de pouvoir développer, simplement d'un point de vue mental, les aires cérébrales codant pour le mouvement, alors qu'il ne le fait pas. Et ça met en avant également, simplement entendu parler des neurones miroirs, je ne vais pas trop en parler ce soir, mais ces neurones miroirs, c'est-à-dire que c'est Rizzolatti qui avait découvert ça en premier, après Ramachandran aussi a travaillé dessus. Un jour, c'est des chercheurs qui travaillaient sur le cortex moteur de l'appréhension, du mouvement des bras, et qui mettaient des cacahuètes pour le motiver. Et ils avaient des électrodes dans le cerveau au niveau du cortex moteur. Et puis à chaque fois que le singe prenait la cacahuète, il y avait une petite décharge des neurones qui codaient pour ce mouvement-là. Puis un jour, il y a le chercheur, il arrive, il prend la cacahuète. Sans faire prendre la cacahuète comme ça, alors que le singe était toujours en train d'être enregistré. Il s'est aperçu que les neurones déchargeaient également, s'activaient de la même manière. Les mêmes neurones qui étaient impliqués dans l'appréhension de la cacahuète s'activaient en voyant le chercheur prendre la cacahuète. Et ça, c'est quelque chose, c'est là qu'on met en avant le neurone miroir. Quand vous voyez un sportif, vous voyez, quand on va au sport, par exemple, dans un stade de foot, on est vraiment supporter, etc. On est avec le joueur, etc. Et je suis persuadé qu'on va activer les mêmes aires motrices que le footballeur qui va... Question sur cette expérience. Le singe qui a vu l'action miroir était celui qui avait déjà pris les cacahuètes auparavant. Oui, bien sûr. Donc en soi, on ne sait pas forcément si un singe vierge de toute activité de cet ordre-là rallumerait les mêmes neurones. Ces études ont été reproduites après plusieurs fois, même chez l'homme, mais c'est important de travailler sur le même animal pour qu'il soit son propre contrôle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, pour être sûr que c'est le même neurone qui est allumé pendant l'appréhension et pendant le fait de voir l'autre le faire. Donc on est obligé de le faire dans un sens ou dans l'autre. Donc pour voir si c'est exactement le même neurone qui s'active dans les deux situations. Parce que si je change d'individu animal, le neurone change. Donc ça reste le même. Le truc, c'est qu'après, il y a quelque chose de technique. C'est-à-dire que quand vous mettez une électrode dans un cerveau humain ou d'un animal, et que vous enregistrez le neurone, vous n'allez pas le garder pendant des jours et des jours. Donc c'est déjà quelque chose qui peut être difficile. Et donc, quand vous avez un neurone qui est enregistré, qui est stable, vous arrivez à détecter, vous le gardez, et vous essayez de faire les expériences à ce moment-là. C'est pas évident de retrouver, je vais reprendre, un cerveau d'un singe va être différent de l'autre, et le neurone ne va pas être localisé au même endroit. L'aire motrice, oui, mais pas le... D'accord. Mais en soi, du coup, on ne possède pas la preuve que moi, si je vois un match de rugby sans en avoir jamais fait, je vais... Alors pas un match de rugby, là j'allais dans la caricature, mais il y a des expériences qui ont été faites chez l'homme, sur des imageries, et qui montrent clairement que les mêmes aires motrices s'allument également dans ces phénomènes-là. Donc ça, il y a quand même... C'est l'imagination en fait. C'est aussi imaginer faire, entrer dans son propre film, voilà. En l'imaginant, ça crée... Après, il y a tout justement cette théorie de l'empathie, puisque c'est aussi quelque chose qui a été montré dans le cortex somatosensoriel. Quand vous ressentez quelque chose, et quand vous voyez quelqu'un ressentir quelque chose, on va activer également des sensations comparables.
C'est en débat encore, hein. Justement, les scientifiques sont aussi... voilà, après, ça fait des écoles, hein. Il y a des écoles qui y croient, des écoles qui n'y croient pas, mais en tout cas, les résultats sont quand même assez manifestes. Il y a toutes les études par rapport au bébé et à la maman, à l'attachement. Ouais, avec le visage, pour la gestion des émotions, ouais. Que l'enfant apprend justement par cet effet, enfin en partie, par cet effet. Exactement. Alors, juste, je vais peut-être aller vite, puisque je crois que je suis un peu en retard, non? Ouais, Tu peux hein? prendre ton temps. C'est vrai? Oui. Bon, je vois personne fermer trop les yeux, ça va. Sur la transmission neuronale, finalement, comment ça fonctionne? Je vous parle d'aire cérébrale, de structure du cerveau, mais finalement, si on va un petit peu plus dans le petit, ce sont des neurones. Alors, c'est pas que les neurones, c'est que les neurones, ça correspond qu'à 20% des cellules du cerveau. Il y a 80%, c'est d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales, mais qui sont importantes également. Mais on étudie beaucoup les neurones parce que c'est peut-être plus facile à étudier parce que ça émet de l'activité. C'est beaucoup plus détectable électriquement. Et vous savez, ça vous avez peut-être appris ça à l'école, hein, c'est que vous avez un neurone qui s'active, qui va envoyer un signal électrique, qui va libérer un neurotransmetteur. Vous connaissez un neurotransmetteur, la noradrénaline, que vous voyez un ours blanc en sortant de chez vous le matin. Ça arrive. Vous avez une poussée d'adrénaline, voilà, c'est des neurotransmetteurs qui peuvent apparaître, qui ont une action importante. Et ça agit sur une synapse. Ces neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs, ici, comme des clés serrures. Et le fait que ça se fixe, eh ben, ça va induire une autre activité électrique. Et c'est comme ça que la transmission va se faire et va passer de neurone en neurone. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle des transmissions électrochimiques. Une décharge électrique, on libère des neurotransmetteurs, on réintroduit une décharge électrique dans l'autre neurone. Et ça c'est fascinant parce que quand j'ai appris ça à l'université, quand j'apprenais par exemple les antidépresseurs, vous connaissez tous le Prozac. Je fais de la pub pour le Prozac. Les antidépresseurs, ça va jouer en partie sur une transmission qui s'appelle la transmission sérotoninergique. C'est une libération de sérotonine. Le neurotransmetteur, c'est la sérotonine. Et chez les individus qui sont déprimés, eh ben on a une diminution de la quantité de sérotonine dans cette synapse. Ici, il y a très peu de molécules qui sont libérées. Et du coup, eh ben, la transmission se fait moins bien. Et du coup, de par le câblage, eh ben, on induit tous ces phénomènes de dépression. Et le Prozac, ce qu'il fait, c'est qu'il va augmenter, il va empêcher la recapture de sérotonine, et donc il va augmenter la quantité de sérotonine à l'intérieur de cette synapse. Et donc, on va beaucoup mieux, au bout d'une semaine, 2 semaines, etc. Le résultat, là-dessus, contre l'effet placebo, il y a quand même un effet qui est relativement important. Et ça m'a toujours fasciné, parce que je me dis, c'est quand même incroyable, simplement en augmentant la concentration d'une substance, d'une molécule dans le cerveau, on change complètement son état d'être. On change complètement sa capacité à appréhender une situation dans la vie. Des fois, je me dis, on est fait simplement d'électricité et de chimie. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez fascinant. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que les neurones, lorsqu'ils sont activés, eh ben, ils aiment bien être activés. Quand ils sont activés, quand une connexion entre 2 neurones est vraiment active, elle va se renforcer. Elle se renforce, parce que moi, en tout cas personnellement, ça n'a pas été prouvé, mais quand on fait des mécanismes d'ancrage, par exemple, en PNL, on peut imaginer que ces transmissions vont être associées, ces associations vont pouvoir être mises en jeu et entre des connexions cérébrales qui sont faites par l'intermédiaire de neurones, et qui vont permettre justement de rapidement, parce que si le câblage est important, la rapidité de la transmission va se faire de manière plus importante. Et on peut voir, là j'ai une petite vidéo justement pour vous montrer, ici en microscopie, on a un arbre ici de connexion d'un neurone ici, donc c'est l'équivalent plutôt dendritique ici, là. Et on voit qu'on a des petits filaments qui sont capables, comme des tentacules, d'aller capter, parce qu'attirés par d'autres connexions. On ne voit pas les autres connexions, on peut, parce qu'on n'est pas sur les mêmes plans focaux, mais on a des connexions qui peuvent apparaître.
Et donc des neurones peuvent nouer contact avec d'autres neurones. Si ce contact est pertinent, eh ben, il va être conservé. S'il est entretenu, il va se densifier. D'accord ? Et s'il ne sert à rien, s'il n'est pas optimal dans le mécanisme, eh ben, il va se rétracter. Donc le cerveau est complètement changeant et les neurones vont établir des connexions qui vont varier tout au long de la vie. Alors le câblage à long terme, à longue distance, va rester, l'ossature reste la même, mais la fine connexion entre les neurones va pouvoir augmenter. C'est le principe aussi de la mémoire, hein. Quand on apprend, on va augmenter la transmission synaptique et on va intégrer l'information. Ça va toujours ? Oui. Sûr ? Oui. Bon. Je vais vous parler un petit peu de conscience. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose aussi qui est fascinant, ça a eu beaucoup de fantasmes, même on voit ça même dans du temps de la préhistoire, hein, on a ça sur des fresques, où on a conscience, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'elle est à l'intérieur, à l'extérieur ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut vraiment concevoir objectivement ? Et maintenant, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites, qui sont à la pointe des neurosciences maintenant. Alors, je vais faire une petite expérience, c'est que je vais vous montrer un film. Vous connaissez peut-être, ceux qui connaissent jouer le jeu. Je vais vous demander, vous allez avoir deux équipes, une équipe blanche, une équipe noire, qui se passent le ballon. Et je vais vous demander de compter le nombre de passes que va se faire l'équipe blanche. D'accord. Alors, ça va très vite, donc il faut vraiment être attentif sur cette équipe blanche. Et puis, si vous aurez une surprise si vous avez juste sur le nombre de passes que l'équipe blanche va se faire. Ah ben, il y a même le son. How many times does the white team Donc, regardez pass the bien, c'est rubber l'équipe band? blanche qui va se faire des passes et vous comptez le nombre de passes. If you answered 13 passes, Alors, qui a eu juste hein? Qui a vu le gorille hein? this is a test. How many times does the white team pass the rubber band? Alors, regardez-la à nouveau. This is a test. How many times does the white Et team cette pass fois-ci, the rubber dirigez band? votre attention en dehors de l'équipe blanche. Et là, vous voyez apparaître le gorille. If you answered 13, Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez pas eu accès, pour certaines personnes, consciemment, qu'un gorille était apparu. Pourquoi ? Parce que vous avez focalisé votre attention ailleurs. D'accord ? C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Vous pouvez focaliser votre attention quelque part et vous mettez de côté certaines choses. Parce que le conscient n'est capable de faire qu'une seule chose à la fois. Alors que votre cerveau, on verra plus tard, que votre cerveau, lui, il l'a vu, le gorille. Mais il l'a pas, vous n'avez pas eu accès à cette information, parce que vous étiez focalisé ailleurs. Alors il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur la conscience, j'ai essayé de passer vite, qui ont essayé de regarder si les animaux étaient capables de se voir dans la glace et d'avoir de l'introspection, et un petit peu de savoir s'ils étaient. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu subjectif. On se pose la question de savoir si c'est vraiment pas la nouveauté qui est importante plutôt que le fait de se reconnaître. Parce qu'à un moment donné, les animaux au début vraiment interagissent avec le eux,
Ah non, pardon, interagissent avec le miroir et après s'en désintéressent, sauf que quand on les maquille et qu'on leur met une petite pastille sur le front, là, ils reviennent vers le miroir parce que c'est plutôt la curiosité et plutôt le changement qui va être important. Donc c'était pas... bon, c'est intéressant, hein, c'est les premières études, mais c'est pas suffisant. Alors, mais depuis, il y a eu d'autres méthodes exploratoires qui font avancer vraiment les neurosciences et cette thématique de la conscience, en particulier l'électroencéphalogramme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, mais on met des électrodes sur la tête d'un individu, c'est totalement non invasif. On a juste un peu la réticule, mais sinon, là, à peu près, on peut mettre jusqu'à 30, voire 256 électrodes sur le scalp. Et puis, on enregistre des zones cérébrales à différentes aires corticales. Donc, on regarde vraiment, un petit peu comme l'électrocardiogramme, hein, on va regarder l'activité, la sommation de l'activité cardiaque. Là, on est sur le cerveau et on va regarder la sommation de l'activité cérébrale qui se passe en dessous des électrodes. C'est un peu le bazar, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on arrive à détecter des ondes particulières. Et en particulier, dans le cortex occipital, si on enregistre, on met des électrodes dans le cortex occipital, et que vous fermez les yeux, vous allez voir apparaître des ondes alpha. Vous connaissez tous ces ondes alpha. Et on voit par exemple, quand on a ces ondes alpha qui apparaissent, et quand on ouvre les yeux, on voit disparaître ces ondes alpha. On a, donc l'électroencéphalogramme a permis de différencier différents états de vigilance. L'état d'éveil, donc c'est en anglais, mais désolé. On a des états d'éveil où on a des activités électroencéphalographiques de haute fréquence et de bas voltage. Et puis ensuite, on s'endort progressivement et on voit apparaître une diminution de la fréquence des ondes cérébrales dans le cerveau et une augmentation de l'amplitude, jusqu'à arriver au stade profond où on a vraiment des oscillations lentes. C'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil lent, le sommeil à ondes lentes, où on a vraiment une désynchronisation totale avec la conscience. On a notre cortex qui est complètement désynchronisé, qui est complètement désynchronisé du reste des informations. Et enfin, on a le sommeil paradoxal, vous connaissez aussi, qui, quand on le regarde sur l'électroencéphalogramme, a exactement la même tête, le même profil que celui pendant l'éveil. Et c'est pour ça qu'on l'appelle sommeil paradoxal, et quand le professeur Jouvet, co-découvreur du sommeil paradoxal, a vu ça, c'est pour ça qu'il a appelé sommeil paradoxal, parce qu'on dort, et paradoxalement, on a un cortex complètement réveillé. Donc on a des états différents ici, des états de vigilance différents qui peuvent être déterminés, identifiés par l'électroencéphalogramme. Alors bon, je vais passer là-dessus, c'est pas... Non, c'est juste parce que j'ai l'impression que je parle trop là. Mais c'est ce qui se passe en fait dans le cerveau quand on a des oscillations à ondes lentes et des oscillations plutôt rapides. Et ben, je vous ai dit, ça fait intervenir la sommation de ce qui se passe dans le cerveau en dessous de l'électrode. Et ce qui se passe, c'est que les neurones vont changer leur mode de fonctionnement finalement pendant les états de vigilance. Soit ils peuvent être synchro ou pas synchro, soit on a l'équivalent d'un chef d'orchestre qui va dire alors toi tu fais du violon, toi tu fais piano, toi tu fais violoncelle, et chaque neurone font des choses différentes, font leur petite mayonnaise dans leur coin, et ne se parlent pas entre eux, se parlent entre eux mais font des tâches complètement différentes, et donc on a ce qu'on appelle une désynchronisation totale. Et donc on a ces oscillations à haute fréquence et de bas voltage. Alors que pendant le sommeil à ondes lentes, on va plutôt avoir une synchronisation, où tous les neurones vont parler, vont s'activer en même temps. Donc il y a des mécanismes, il y a des gens qui passent leur carrière à étudier ces mécanismes-là, et qui vont parler de concert et on se synchronise totalement. Donc c'est la sommation, c'est bien dû à une activité neuronale. On a d'autres méthodes exploratoires, qui est l'IRM fonctionnel, ça a été une révolution dans les neurosciences, les imageries cérébrales. Vous allez voir pourquoi, c'est une méthode non invasive. Les résolutions spatiales sont vraiment, bien que maintenant on a envie d'aller encore plus loin, mais c'est de l'ordre du millimètre. Donc c'est quand même, pour un cerveau humain, c'est déjà bien. Pour un animal, c'est un peu, voilà, c'est encore petit. Et ce qui permet de cartographier les fonctions cérébrales. Et surtout de faire des cartographies spatio-temporelles. Et ça permet de voir les régions du cerveau qui sont activées lors de tâches ou de processus cognitifs particuliers.
en jouant sur l'apport d'hémoglobine, l'apport d'oxygène dans le sang, puisque quand une structure du cerveau va être activée, elle est sollicitée, comme je vous ai dit, elle a besoin d'énergie, elle a besoin de glucose, mais elle a aussi besoin d'oxygène, parce que pour faire les réactions chimiques, on a besoin d'oxygène. Et donc, on est capable de mesurer ce débit sanguin avec l'IRM fonctionnel. Et donc, on voit que quand on a, on appelle des bôles positifs ou négatifs, on va pouvoir voir une augmentation, une diminution d'activité. Et donc, on peut voir ces cartes un petit peu comme ça, on va voir des régions cérébrales qui s'allument. Là, on voit par exemple une étude sur les expériences extracorporelles. C'est juste pour vous tenir un petit peu sur ce que je veux dire plus tard. Donc, on est capable d'étudier ces phénomènes-là, même en IRM fonctionnel. Là, on voit en surface, c'est des cartographies qu'on peut faire juste en surface. Non, non, en cartographie profonde aussi. Ouais, on peut aller sur tout le cerveau, entièrement tout le cerveau. On a également le PET scan, donc la tomographie par émission de positrons. Là, c'est on va utiliser de la radioactivité, on va injecter un traceur radioactif, c'est ce que j'avais montré au tout début, je ne suis pas rentré dans les détails, où on va pouvoir injecter ici, par exemple, on peut injecter un analogue du glucose. Je vous dis si on veut regarder l'activité métabolique, sauf que c'est peu importe, il y a un fluor qui est radioactif qui va pouvoir être détecté, qui va pouvoir se localiser dans les zones qui ont besoin de glucose, et donc la zone cérébrale qui va être activée. Là, par exemple, on peut voir que pour certaines expériences, l'activité dans le cortex visuel d'un patient schizophrène en pleine crise, on va voir que cette activité est importante par rapport à un patient normal. Alors, je vous raconte ça, pourquoi? Parce qu'en utilisant ces imageries cérébrales, les chercheurs se sont dit qu'on peut étudier de manière, établir la carte spatio-temporelle de ce qui se passe dans le cerveau quand on fait des tâches cognitives bien déterminées. Alors après, le challenge, c'était de définir comment étudier, justement, là je vais venir sur l'état de conscience, comment est-ce qu'on fait pour étudier la conscience avec tous ces outils-là. Comment, finalement, étudier de manière objective quelque chose qui est totalement subjectif. Puisque là, vous écoutez ma voix, vous écoutez le son de ma voix, la tonalité de ma voix, mais si maintenant je vous demande de vous concentrer sur le ventilateur du vidéoprojecteur, là, vous l'entendez. Donc vous avez complètement modifié vos états de conscience. Ici, vous avez pris conscience alors que, pourtant, vous l'entendiez quand même. Mais il n'avait pas accès à la conscience. Et par exemple, il y a justement des stratégies comme ça. Et je vous demande simplement de regarder, de focaliser votre attention sur le point vert ici. Et progressivement, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Disparaître, petit à petit, les points jaunes. C'est-à-dire qu'on est capable de définir, donc ça c'est beaucoup d'études qui se font là-dessus, pour essayer de rendre aveugle certaines parties de notre cerveau pour modifier les états de conscience, l'accès à la conscience. On a d'autres phénomènes, par exemple, si je vous demande de focaliser sur ce point rouge, ici, ne faites pas de crise d'épilepsie, hein. Vous allez voir progressivement disparaître le contour gris. Donc ça, c'est simplement parce que vous allez focaliser en fait votre rétine à un endroit bien précis, et que finalement, les informations qui arrivent sur votre périphérie de la rétine, généralement, quand vous en rendez pas compte, mais quand vous regardez quelque chose, votre œil, il n'arrête pas de bouger comme ça. Et donc, il focalise et il regarde absolument l'ensemble de l'environnement, et donc, il va paramétrer l'ensemble de l'environnement sur le 180 degrés. Et là, quand vous focalisez à un moment donné, eh ben, la périphérie, la rétine, elle a du mal à capter l'information, et donc, du coup, le cerveau est en train d'interpréter ce qu'il y a. Et donc, il va accentuer sur ce qu'il y a d'important, et donc, vous focalisez sur le point rouge, vous voyez que le point rouge. Un autre phénomène ici, c'est que, de la même manière, c'est l'effet Troxel. Vous focalisez à un endroit sur la croix, et votre cerveau va interpréter la périphérie en voyant disparaître progressivement les points roses. Donc on est capable de rendre aveugle, finalement, en fait de bluffer un peu le cerveau, mais justement pour pouvoir mieux étudier ce qui se passe en imagerie fonctionnelle lorsqu'on fait ce genre de choses-là. Bon, là c'est pareil, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des histoires d'inférence où on a la case B, on a l'impression qu'elle est plus claire que la case A.
Or, elles sont de la même couleur. Je sais, vous ne croyez pas. Alors, j'ai pas eu le temps de faire le copier-coller, mais croyez-moi sur parole, la couleur de la case B est exactement la même que la case A. Simplement, votre cerveau, lui, a interprété cette ombre-là. Et donc, va augmenter les contrastes. Et va faire en sorte que vous ayez des visions complètement différentes. Donc, en fait, ce que vous voyez, forcément, c'est pas forcément la réalité. Et quand on persécute, alors qu'elles sont juste devant nous, c'est quoi? Ouais, c'est aussi un manque d'accès à la conscience, oui, complètement, parce que votre cerveau le voit, votre inconscient, peut-être qu'il est en train de vous dire, je sais où elles sont, mais vous êtes focalisé ailleurs, et donc vous n'accédez pas. Et c'est pour ça que quand on dit vous perdez quelque chose, arrêtez d'y penser. Ben, simplement, c'est d'arrêter de focaliser l'attention quelque part, et ton inconscient va te ramener dans un état, si je peux parler d'inconscient, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors là, ça c'était justement une étude qui avait été publiée dans un très gros journal par l'équipe du professeur Stanislas Dehaene, qui est un des précurseurs dans ce domaine, dans l'étude de la conscience, où justement on fait passer des images progressivement, une croix, puis un mot qui s'appelle OXO, puis ici on met un masque, c'est-à-dire des lettres qui ne veulent rien dire, pour enlever l'image rétinienne du mot OXO. On remet une croix et on met le mot faille, simple. Et on réduit le délai entre l'apparition de OXO et du mot faille. Et on demande au sujet de dire s'il a vu le mot faille ou pas. Et en même temps, on le met sous imagerie cérébrale pour voir ce qui se passe dans son cerveau quand il l'a vu et quand il ne l'a pas vu. En réduisant, justement, en jouant sur cette réduction du temps. Et voilà ce qu'on voit. Quand le sujet voit le mot, ne voit pas le mot, par exemple, on va commencer par la droite, on a le cortex visuel qui s'allume à l'arrivée, le cortex occipital. Donc c'est-à-dire que le cerveau détecte quand même l'ensemble de... Enfin, on ne sait pas en fait, il ne détecte pas cela, mais en tout cas il détecte les autres. Et lorsque l'on regarde, lorsque l'individu voit le mot faille, il est conscient, donc il a pris conscience de ce mot-là, on a le cortex visuel, après d'un point de vue temporel, on a le cortex frontal qui s'allume, puis le cortex préfrontal, puis le cortex singulaire, et enfin le cortex pariétal. Donc c'est tout un circuit, vous savez, on utilise bien 100% de notre cerveau, hein. Sauf qu'il y a vraiment une harmonie, c'est vraiment c'est une symphonie hein, qui se passe dans notre cerveau pour la moindre tâche de voir un mot. Hein. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Et justement, on a pu, l'équipe du professeur Dehaene, en collaboration avec nous, ont pu mettre en évidence ce qu'on appelle l'espace neuronal de travail conscient, qui commence à être très admis dans la communauté, et qui fait intervenir ces structures-là, le cortex frontal, le gyrus singulaire et le cortex pariétal dans le cerveau. Et lorsque ces structures sont activées, on a un accès à la conscience. Parce que finalement, pour accéder à la conscience, on a plusieurs paramètres. On a les états de vigilance, la vigilance, est-ce qu'on est endormi, dans le coma, est-ce qu'on est réveillé. On a l'attention, on a parlé de l'attention, focaliser l'attention. Et après, on a les mécanismes d'accès à la conscience. Et peut-être qu'on peut le décomposer en d'autres paramètres. Mais c'est plusieurs paramètres qui sont étudiés par différents scientifiques. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, alors ça c'est le câblage, justement, pareil, la technologie a pu mettre en place des systèmes qui permettent de voir toutes les autoroutes qu'il y a dans le cerveau avec différentes couleurs. Donc des fois je me dis, je vais l'imprimer et le mettre dans mon salon, parce que c'est presque des œuvres d'art. Et finalement, c'est vraiment les autoroutes. On ne voit pas les neurones, mais c'est simplement les autoroutes du cerveau. Donc c'est des câblages qui sont vraiment, vraiment importants. Et justement, du cortex visuel jusqu'à toutes ces aires, on passe par ces autoroutes-là. Donc effectivement, quand on a une lésion, des tumeurs, on va jouer sur ça, et donc on a des perturbations. Non, honnêtement, ça je vais... C'est juste pour vous montrer qu'il y a certains messages subliminaux, on parle beaucoup de choses subliminales qui peuvent arriver, et ça a été aussi étudié, l'influence inconsciente des émotions. Et ça, c'est pareil, sur le même principe, on fait apparaître, on fait voir des images, là une image qui n'a rien à voir, un masque qui ne représente rien, puis une image d'une face d'une personne qui est soit négative ou positive, joyeuse ou malheureuse ou en colère. Et puis on remet un masque pour enlever la mémoire rétinienne. Et en même temps, on est sous imagerie cérébrale. Et on voit que cette image-là, elle apparaît simplement pendant 33 millisecondes.
Et on sait que si on fait apparaître un flash de 33 millisecondes, on ne voit pas. On n'a pas accès à la conscience pour le voir, on ne détecte pas. Par contre, ce que l'on voit en imagerie cérébrale, c'est que même si le conscient ne le voit pas, on n'a pas accès à la conscience de cette image-là, on allume les zones cérébrales, qui sont l'amygdale, ici, qui ont un rôle important dans les émotions et dans les mécanismes de gestion de l'émotion, soit positive ou négative. Et donc on a allumé les structures émotionnelles ici, alors qu'on n'en avait pas conscience. Donc c'est-à-dire que l'inconscient est capable de s'activer et d'allumer certaines zones cérébrales, alors que le conscient ne les détecte pas. Ce qui veut dire qu'après, il y a toutes les théories qui font que ce qu'on peut voir ici va influencer nos choix et nos actions conscientes. Alors je vous invite vraiment à lire ce livre de ce grand monsieur, c'est L.C.H. Dehaene, qui pour lui dit que la conscience est la diffusion d'une information dans le cerveau pour la rendre disponible à la mémoire de travail ou la mémoire à long terme, et au système d'évaluation, de focalisation d'attention, perceptif, moteur, par les autoroutes neuronales, dont je vous avais illustré, les faisceaux d'axones de quelques millimètres de diamètre. Donc ça c'est... j'ai lu ce livre il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment fascinant. Cyril m'avait dit de mettre des références, alors et non la moindre. Alors, l'état sous hypnose, vous l'attendez peut-être tous. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous hypnose, quand on est en trans-hypnose? Eh bien déjà, l'hypnose, c'est pas un état de sommeil. Ça, on le sait tous maintenant. C'est un état d'éveil clairement identifié. On n'a pas du tout de glande pendant un état d'hypnose. Là, c'est une étude que je vous montre parce qu'elle illustre vraiment le design d'un protocole expérimental lorsque l'on veut étudier l'effet de l'hypnose. Là, c'est étudier l'effet de l'hypnose sur le sommeil. Est-ce que l'hypnose permet d'augmenter les quantités de sommeil? Et c'est le cas, d'ailleurs. Et voilà le design expérimental. Et voilà, quand on veut faire un peu de recherche sur ces domaines-là, ça intéresse beaucoup de gens, mais il faut faire attention aux interprétations et designer un protocole qui est relativement rigoureux. C'est-à-dire que dans ce protocole-là, ils avaient fait des siestes, et avant les siestes, ils faisaient à peu près 13 minutes de suggestion hypnotique. Et ils avaient fait, dans un premier temps, ils avaient sélectionné des personnes qui étaient hautement sensibles à l'hypnose et des personnes qui n'étaient pas du tout sensibles à l'hypnose ou très peu sensibles à l'hypnose. C'est déjà important de différencier ces deux groupes. Ensuite, ils avaient fait des suggestions d'hypnose profonde, donc avec soit des métaphores, soit des suggestions d'un poisson qui va de plus en plus profondément dans l'océan. Restez avec moi. D'autres suggestions qui étaient cette fois-ci, est-ce que c'est l'effet suggestion ou est-ce que c'est le contenu de la suggestion? C'est important ça comme facteur. Donc ils ont mis l'histoire plutôt d'une brindille qui flottait sur l'eau et qui restait à la surface. Et puis d'autres, alors je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était un texte, un code civil, quelque chose complètement neutre et non suggestif. Oui. Pardon, c'est qui nos auteurs de l'étude? C'est Cordy et al. Ah, je vois pas ici, pardon. Et donc ils ont fait ça justement sur différents nœuds. Ils ont testé, ensuite ils ont fait ça pendant 7 jours et ils ont testé. Ils ont fait avec des contrôles où ils n'avaient justement aussi pas fait de suggestion hypnotique. Donc vous voyez un peu toute la décomposition en fait, du protocole qui est quand même assez rigoureux. Et ils ont pu voir que la quantité de sommeil était augmentée de plus de 80% chez les personnes qui avaient été soumises à ces suggestions hypnotiques de profondeur par rapport aux autres qui avaient eu des suggestions différentes. Et on voit ici, une donnée importante, c'est qu'ils ont pu voir que sous hypnose, on a pendant l'écoute d'une suggestion hypnotique, donc en état de transe, et pendant l'écoute d'un texte sans suggestion, on a l'activité cérébrale qui est complètement différente. Et on voit par exemple qu'on a un rythme, le rythme θ, qui est de 4 à 7 Hz, qui est plus intense lors de suggestions hypnotiques. Donc même en faisant de l'électroencéphalogramme, on peut détecter des états hypnotiques, on peut établir des signatures un petit peu de l'état hypnotique qui est différent de l'état contrôlé. Donc le cerveau ne fonctionne pas de la même manière.
C'est pas un éveil, comme on peut le voir de manière normale. Et surtout, ils ont mesuré les ondes lentes. Vous savez, je vous parlais de sommeil à ondes lentes. Ils ont mesuré est-ce que l'hypnose augmente les oscillations à ondes lentes pendant le sommeil. Et c'est exactement ce qu'ils ont vu. Le sommeil après suggestion hypnotique, on voit qu'ici, on a des ondes lentes qui sont très importantes dans la partie, presque entièrement dans le cerveau, à part pour le cortex occipital un petit peu. Alors que le sommeil sans suggestion hypnotique, eh bien, on a moins d'ondes lentes. Ce qui prouvait vraiment qu'on a une augmentation de la durée, ça avait été montré, quantifié, je ne l'ai pas montré, mais une augmentation de la quantité d'ondes lentes. Mais attention, ça montre que les suggestions hypnotiques peuvent influencer la qualité, si on peut parler de qualité, en tout cas moduler le sommeil. Mais certains vont dire, l'hypnose guérit les insomnies. Ce qui marche très bien, hein, je vous l'avoue, hein, ça marche très bien. Pas pour toutes les insomnies, mais ça marche très bien. Mais attention aux conclusions, c'est-à-dire qu'on devrait faire ces mêmes expériences chez des personnes atteintes, diagnostiquées comme insomniaques, et faire cette étude-là. Et là, on pourrait montrer que vraiment, et prouver que l'hypnose va pouvoir traiter les insomnies. Bon, entre nous, on sait que ça marche très bien. Et maintenant, en imagerie cérébrale, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on regarde, alors il n'y a pas la couleur, hein, c'est des études fin des années 90, mais lorsqu'on demande à une personne de s'imaginer une autobiographie, une expérience autobiographique, il y a certaines zones qui vont s'allumer. Cortex pariétal, certaines cortex occipital, enfin différents en fonction de ce qu'il va imaginer. Et lorsqu'on est sous hypnose, on a des aires cérébrales totalement différentes. C'est-à-dire que lorsque cette expérience-là, on la fait vivre sous hypnose, on l'associe complètement avec l'expérience. On a des aires complètement différentes. Le cortex préfrontal qui s'allume de manière très importante. Le cortex singulaire, bon, je ne vais pas vous faire toutes les structures qui sont allumées, mais on a ici, c'est cette fois-ci en tout cas l'observation concrète que en état d'hypnose, on a des aires cérébrales qui sont totalement différentes que lors d'une expérience de texte autobiographique. Donc là, même en imagerie cérébrale, les aires cérébrales sont différentes. Est-ce qu'elles sont plus denses? On peut peut-être pas dire ça, mais en tout cas, c'est pas les mêmes structures. Et donc ça, c'est les expériences de Maquet en Belgique qui a fait ces études-là, qui a continué, qui a fait. Donc après, je vous invite à lire toute leur littérature parce que c'est des études principes que je vous mets en avant ou des études de base, mais il y a vraiment tout un champ de recherche qui s'ouvre après avec ça. Et là, pareil, alors ça c'est fascinant, c'est quand même si récent, c'est récent en 2004, où on a induit physiquement une douleur. Alors c'était, je crois que c'est de la... j'ai un trou, je ne sais plus, c'était une température en fait qui était douloureuse à plus de 47 degrés. Et on voit qu'on observe le cerveau lorsqu'on induit cette douleur. Et puis ensuite, on met l'individu sous hypnose et on lui demande, on lui fait des suggestions pour lui donner l'illusion qu'il a cette douleur. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a exactement les mêmes aires cérébrales qui s'allument. C'est-à-dire que sous hypnose, on est capable d'induire consciemment presque des douleurs qui pourtant ne sont pas induites physiquement. Et lorsque l'on imagine la douleur, donc en état complètement dissocié, on va avoir des zones qui ne vont pas s'activer, le cerveau est complètement éteint. Et donc ça, c'est des études qui sont vraiment fascinantes parce que ça permet vraiment d'aller étudier plus en profondeur ce qui se passe sous hypnose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on fait des illusions visuelles sous hypnose? Quelles sont les structures cérébrales qui vont s'allumer? Les illusions motrices quand on est en dissociation et qu'on va s'imaginer voyager ou aller dans d'autres... avec notre perception du corps qui va changer. Les illusions auditives, c'est aussi très intéressant, c'est très efficace, les illusions auditives. Temporelles, quand on est sur les lignes de temps, qu'on fait des régulations, c'est important de voir ce qui se passe. Ou sensorielles, quand on peut imaginer qu'on a une fourmi sur la main, et ce qui se passe. Donc ça, c'est des choses qui sont assez... voilà, le champ de recherche, et de plus en plus de scientifiques commencent un petit peu à aller s'aventurer dans ces milieux-là. Alors maintenant,
un autre champ d'études, moi, qui m'a toujours fasciné, depuis toujours, essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur certaines expériences surnaturelles, qui sont maintenant étudiées à très haut niveau, qui sont publiées dans des revues très prestigieuses, et qui peuvent commencer à aborder ou à toucher à des débuts d'explication. Et en particulier, alors ça, j'ai trouvé ça marrant parce que j'avais lu une revue sur des sondages qui avait fait en 2012, juillet 2012, sur 1017 personnes. C'est une enquête pour la vie. Et ils ont regardé les personnes qui croyaient au rêve prémonitoire, les guérisseurs, les magnétiseurs, les guérisons soudaines, la transmission de pensée, les miracles, les esprits des morts, la réincarnation, la voyance, les fantômes. Et ils ont pu quantifier, là c'est dans l'ordre chronologique, de l'absence de croyance. Donc là il y a les fantômes, il y a 70 personnes, des gens qui ne croient pas à ça. Et donc ces mécanismes-là si il y a ces observations-là, c'est que des gens, de manière subjective, ont eu des expériences. Et ce que la science peut essayer d'apporter, c'est d'essayer de s'intéresser un petit peu à ces phénomènes-là pour voir si on peut essayer d'étudier des mécanismes. Est-ce que le cerveau pourrait être impliqué dans certains de ces mécanismes? Et ce que je voulais illustrer avec vous, c'est... Alors, il y a ce magazine aussi, Science et Vie. Peut-être que certains d'entre vous l'ont acheté. Je vous invite vraiment à l'acheter, il est assez bien fait. Et il met en avant certaines expériences qui ont pu être très rigoureusement étudiées d'un point de vue des neurosciences, comme par exemple les expériences de mort imminente, les sorties du corps, les phénomènes de hantise, possession, les hallucinations auditives visuelles, les enlèvements par les extraterrestres, les vies antérieures, la télépathie, etc. Alors, évidemment, toutes ces études ne sont pas en train d'expliquer tous ces phénomènes-là, mais de les étudier et de voir ce qui se passe dans le cerveau. Et en particulier sur les expériences de sortie du corps. Moi, c'est des choses qui m'ont toujours fasciné. Et la science s'est mise à rechercher ça simplement en écoutant certains médecins écouter les expériences de certaines personnes, de leurs patients. Et évidemment, le médecin peut très bien lui dire complètement farfelu, elle hallucine complètement, c'est pas possible. Mais à un moment donné, le médecin prend en compte l'aspect subjectif de la personne, va recueillir toutes ces informations-là et va essayer de recouper un petit peu les différentes corrélations qu'il pourrait y avoir, essayer les points communs, etc. Et d'essayer d'étudier ça, puisque finalement, on peut dire une bêtise une fois, deux fois, ça pèse pas vie, mais quand vous avez des milliers et des milliers de personnes qui vivent ces expériences-là, c'est qu'elles existent, en tout cas de manière... Je n'ai pas la solution, moi je ne suis pas là pour donner j'ai pas forcément d'avis, je suis là pour observer ce qui se passe et les études qui sont faites. Et le chose qui était assez surprenante, c'est des études de l'équipe, tout le monde connaît peut-être l'équipe de Blanke en Suisse, qui s'est vraiment intéressée à ça de manière très très rigoureuse, et qui a pu... donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur des pathologies, des tumeurs cérébrales, des foyers épileptiques qui ont été enlevés, et certains de ces patients-là avaient ces phénomènes qui apparaissaient de sortie du corps. Et puis lorsque les foyers épileptiques étaient enlevés, ils n'avaient plus ces phénomènes-là. Et donc ça lui a donné l'idée un petit peu d'aller mettre des électrodes dans le cerveau de certains patients. Donc, évidemment, ici il y a une décharge, les patients. Et donc les foyers épileptiques étaient ici, vers les étoiles. Mais avec l'accord des patients, ils ont mis des électrodes implantées. Donc c'est un peu invasif, mais quand le cerveau est très plastique, donc il n'y a pas de lésion. C'est vraiment des électrodes très 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 fines. Et ils se sont rendus compte, donc là il y a le cortex moteur, cortex somatosensoriel, ils ont stimulé ces différentes zones. Évidemment, on n'a pas vu grand-chose, cortex auditif. Et lorsqu'ils stimulaient dans ces zones ici, la personne décrivait une expérience de sortie du corps, où elle voyait son corps, alors généralement on ne voit pas forcément le visage, mais voyait extrêmement ses membres, se voyait le dessus, et voyait ses membres inférieurs, d'une autre perception du corps. Et ça impliquait cette commission ici, la frontière temporopariétale, et lorsque cette zone était dans l'hémisphère droit, était stimulée, on avait ces expériences-là. Et autre expérience, c'est lorsque l'on faisait la même chose, mais sur l'hémisphère gauche, en stimulant des zones ici par la flèche rose,
eh ben, on avait l'impression, ça a été beaucoup décrit aussi, c'est une impression de présence derrière soi ou à côté de soi. Une perception que quelque chose était, donc après avec tout le mécanisme des croyances qui vient derrière, et que voilà, de fantômes, de choses qui peuvent arriver. Et en tout cas, des sensations qui se rapprochent de certains témoignages de personnes qui peuvent développer ce genre de choses. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, je n'ai pas du tout dit ça. Simplement que si on stimule certaines régions du cerveau, on est capable de déclencher ces phénomènes. Après, est-ce que nous-mêmes, on est capable de déclencher ces phénomènes-là de manière interne, de manière maîtrisée ou non maîtrisée, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui viendrait en tout cas de notre cerveau et de l'activation de certaines structures cérébrales, de certains réseaux neuronaux qui changeraient les perceptions de notre corps dans l'espace. Après, voilà, on peut dire pour l'instant que ça pour la suite. Après, c'est les croyances de tout le monde. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez encourageant que les neurosciences s'orientent aussi dans ces champs d'études-là. Non pas pour dire tout et n'importe quoi, mais pour être complètement prudent, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées encore. Les chercheurs, l'équipe de Blanke le dit aussi. Il y a des choses qui ne sont encore pas expliquées, on ne comprend pas certains phénomènes. Mais en tout cas, on touche un petit peu, et en tout cas, le cerveau serait impliqué dans ces phénomènes-là. Alors pareil, ça vous avez connu, vous avez peut-être vu ces expériences-là, hein, ça c'est génial, on met une caméra ici, où on filme le dos d'une personne, et puis on va prendre un petit pinceau ou un petit bâton, et on va frotter le dos de la personne. Et la personne, ici, le participant, a une caméra 3D et voit ce que voit la caméra. Donc il voit son dos. Donc lui, ce qu'il voit, c'est ça. Il voit un dos de quelqu'un en train de se faire toucher. Mais c'est lui qui se fait toucher. Mais lui, il le voit devant. Et au bout d'un certain temps, il a vraiment la sensation d'être cette personne-là. Et quand on lui enlève le casque et qu'on lui demande, par exemple, de se repositionner pour dire où est-ce que tu étais à l'endroit, il va se repositionner ici. Donc ça, c'est des études qui sont vraiment très sérieuses, hein, qui ont été faites. Ils ont fait différents modèles, hein, par exemple une présence ici, où on peut s'imaginer être derrière, soit ici sous la table, ou ici au-dessus, en fonction de la localisation de la stimulation et de la caméra. Donc ça, d'un point de vue virtuel, on est capable de faire ça sur des études qui sont faites sur plusieurs personnes, hein, c'est pas une personne. Donc c'est des choses qui sont reproductibles. Donc ça suscite quand même l'interrogation sur certaines choses. Alors enfin, j'ai fini. C'est juste pour vous décrire un petit peu l'avenir sur les interfaces cerveau-machine. C'est simplement, vous avez peut-être entendu parler de ça, on est capable maintenant de... peut-être que vous avez vu ça pour les cohérences cardiaques, vous savez, on en parlait avec Cyril, vous avez des applications iPhone maintenant qui sont capables de mesurer, enfin de connecter avec vos rythmes cardiaques, et vous avez en visuel l'activité cardiaque, la fréquence cardiaque de vos battements, et vous pouvez jouer sur cette activité-là. Donc vous avez un feedback, un retour d'information de votre activité cardiaque, qui est parfois pas évidente à ressentir. Moi j'ai un peu de mal à écouter mon cœur, il y en a qui sont capables de le faire. Alors, je suis sûr que si je m'entraîne, mais il y a ces applications-là, et on peut interagir sur la fréquence cardiaque en essayant de diminuer le curseur de l'application. Et on peut faire exactement la même chose avec le cerveau. C'est un peu plus compliqué quand même, puisque là, on mesure des activités électriques, donc l'électroencéphalogramme. C'est acquis par un appareil, une interface, qui va classer et qui va interpréter tout ça, codé par des algorithmes assez compliqués, et pouvoir intégrer ça soit dans des machines, des fauteuils roulants, soit dans des automates qui vont permettre à des personnes paralysées de pouvoir, rien que par la force de la pensée, de pouvoir bouger un membre. Et il y a des personnes, hein, vous avez regardé sur YouTube, il y a des vidéos assez sympas, très sérieuses, qui montrent une femme qui est capable de prendre un verre et de pouvoir boire simplement en contrôlant l'automate par son cerveau. Avec les aires motrices, évidemment, hein, les électrodes, parce que généralement c'est plutôt des électrodes implantées qu'un électroencéphalogramme.
généralement, ça prend du temps à apprendre. Il y a un vrai apprentissage. Il ne suffit pas de mettre le casque et puis vous allez faire bouger l'automate. Ça prend plusieurs semaines d'apprentissage et c'est très 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 fatigant pour la personne. Et à un moment donné, elle y arrive. Et il y a une expérience que moi je trouve assez remarquable en 2005 qui a été publiée dans un très bon journal où on a utilisé ce système-là pour diminuer les douleurs, douleurs chroniques, je crois. Ah non, c'était aussi des sensations qui avaient été... Il y avait des douleurs chroniques, mais il y avait aussi des douleurs qui étaient induites par la chaleur. Et on sait que la sensation de douleur, une connotation presque émotionnelle de la douleur, elle s'active dans le cortex cingulaire intérieur, dans cette zone ici. Et lorsqu'elle est trop activée, on a vraiment cette sensation de douleur. Et donc ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont enregistré l'activité électrique de cette zone, ils l'ont transférée dans un algorithme qui a été retranscrit sur ordinateur pour être représenté, un petit peu comme une sous-modalité visuelle d'une flamme jaune-rouge ici. Et plus cette flamme était intense, plus l'activité du cortex était importante. Et il demandait à la personne de trouver une stratégie mentale, comme ce qu'on peut faire en hypnose ou en PNL, en utilisant les sous-modalités, de diminuer en fait cette flamme. Et donc la personne, en faisant ça, elle trouve à un moment donné une stratégie, et donc elle arrive à faire diminuer l'activité de ce cortex cingulaire antérieur. Et comme elle l'a fait diminuer et que l'appareillage est connecté, il va traiter les informations de là, la flamme va diminuer d'intensité. Donc du coup, le patient, il est content parce qu'il a un feedback positif de ça. Donc il a une forme de récompense de ça, une ratification de ce qu'il fait, que ce qu'il fait c'est bien. Et du coup, ça s'amplifie. Et du coup, il arrive à diminuer complètement l'activité de ce cortex cingulaire antérieur et diminuer sa douleur. Et donc on fait ça, il y a des patients qui sont traités comme ça, et après on les renvoie chez eux parce qu'ils ont la stratégie après. Donc c'est quelque chose qui peut être en complément aussi, ou utilisé aussi en thérapie. Très bien imaginer de faire des séances en hypnose conversationnelle avec des travails de sous-modalité, en ayant plus facilement avec un feedback pour ceux qui ont des difficultés, par exemple, à travailler sur la sous-modalité, de travailler sur ça. Et on peut imaginer des protocoles, c'est sur la douleur, on peut imaginer plein de choses. Donc, voilà, j'ai un peu terminé cette conférence, j'étais très long, je pense. Mais c'est juste pour vous finir par une citation d'Albert Einstein, que j'aime beaucoup. C'est, on peut faire plein d'observations, on sait que le cerveau c'est important, mais je pense que cette citation d'apprendre les règles du jeu pour s'en servir de manière optimale, pour aller plus vite et plus loin. Et ça, je pense que c'est ce que les neurosciences, en tout cas ce que j'ai voulu représenter un petit peu ce soir, essayent de faire pour essayer de mieux maîtriser cet organe fabuleux qui est le cerveau. Merci beaucoup de votre attention.